Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale du 24 avril. Nous sommes aujourd'hui au dépôt archéologique de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Les chercheurs dénoncent les pillages. L'adoption de la loi pour le mariage pour tous n'a découragé ni ses détracteurs ni ses partisans. 2 manifestations ont eu lieu hier à Toulouse. Et enfin, les états généraux de l'inclusion, un nouveau concept de lutte contre l'exclusion soutenu par l'Association des paralysés de France. Quelques heures après l'adoption du projet de loi du mariage pour tous, opposants et défenseurs se sont réunis dans la rue pour exprimer leur engagement respectif. La manif pour tous a défilé de la place du Capitole à la préfecture afin de montrer que leur combat continue. Bien sûr que le combat continue. D'ailleurs aujourd'hui, le vote n'a fait que siffler le début de la résistance. Résistance pacifique, mais résistance à une loi qui est injuste. Plus tard dans la soirée a eu lieu un rassemblement sur la place du Capitole contre l'homophobie. Les manifestants étaient aussi venus exprimer leur joie vis-à-vis de l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale. Alors beaucoup d'émotions parce que voilà, enfin ça vient d'être voté. Donc là aujourd'hui on va dire la délivrance. Enfin la dernière étape du processus législatif vient d'être franchie. Malgré cette victoire, la satisfaction n'est pas totale. Alors on en veut toujours un peu plus, c'est vrai qu'un couple de femmes va en effet pas avoir droit à la PMA. Alors par contre la GPA c'est la gestation pour autrui, autrement dit les mères porteuses, et ça fait pas partie de notre combat. Parce que notre combat c'est l'égalité des droits entre homos et hétéros. Et actuellement la GPA n'est pas autorisée pour un couple hétérosexuel en France. Encadrés par les forces de l'ordre, les 2 manifestations se sont déroulées dans le calme. Entre 500 et 750 personnes hostiles à la loi étaient présentes, contre 300 pour les pro-mariage. Les opposants au mariage pour tous se sont retrouvés en fin de soirée place Saint-Étienne pour réaliser une veillée à la bougie et protesteront de nouveau à Toulouse le 5 mai. Une lueur d'espoir pour les salariés de la librairie Chapitre Privat. Hier, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, a rencontré Jörg Hagen, président d'Acticia, pour évoquer une possible reprise du magasin par le personnel actuel. Le président du directoire s'est engagé à privilégier la reprise de la librairie par le directeur et ses salariés, ou alors d'envisager la reprise par d'autres porteurs de projets ou d'autres libraires indépendants. Dans le cadre d'une reprise, la municipalité s'engage à apporter une aide juridique et un accompagnement. Des fermetures de librairies, la ville en a connu. Dernière en date, l'enseigne Castella, place du Capitole. Et pourtant, même si la finalité est la même, les situations sont quelque peu différentes. Dans le cas de la librairie Castella, il n'y avait pas de cession de droit au bail, c'est-à-dire que le propriétaire avait payé une indemnité d'éviction au gérant de Castella et avait récupéré son bail. Là, en l'occurrence, le président du directoire d'Acticia souhaite céder le bail. Le centre-ville de Toulouse compte encore 60% de commerçants indépendants. La librairie Privat en fera-t-elle encore partie? Réponse le 3 mai, à l'issue du comité de direction. Une offre alternative à la LGV Toulouse-Bordeaux, c'est la suggestion contenue dans le rapport remis hier au gouvernement par l'ancien ministre Jean-Louis Bianco. Ce dernier préconise plutôt la mise en place de trains mi-TGV, mi-TER allant de 200 à 220 km/h. Le président de région, Martin Malvy, a qualifié cette proposition de TGV au rabais. Si cette suggestion est moins onéreuse, elle laisse Toulouse à 4 heures de Paris et donc au-dessus des 3 heures, permettant alors une vraie compétition avec l'avion. Le débat sur le second aéroport toulousain pourrait alors refaire surface. Gare au pillage archéologique. Ce cri d'alarme national vient de Toulouse. Les archéologues assistent à des pillages de plus en plus fréquents et importants des fouilles par ceux qu'ils appellent les détectoristes. Ils sont près de 10 000 en France à pratiquer leur loisir armés de détecteurs à métaux et on estime à 500 000 le nombre d'objets extraits par an. Donc c'est autant d'informations perdues, sachant qu'un objet prélevé sans méthode scientifique, il perd toute valeur. Il garde une certaine valeur marchande, mais il va perdre tout contexte, quoi. En tout cas historique. Les archéologues distinguent 2 types de pilleurs, d'un côté les collectionneurs et de l'autre les revendeurs qui voient leur tâche facilitée par Internet. Ces objets qui sont découverts donc fortuitement, tout objet intéressant l'art, l'histoire, l'archéologie, doit être déjà dans un premier temps mentionné et déclaré. Après, à charge aux services compétents de juger de la valeur de l'objet et en fonction de la valeur de l'objet, de son intérêt scientifique et historique, l'objet peut être racheté
par l'État et donc où il peut être maintenu, conservé par le propriétaire. Certains archéologues préfèrent racheter les objets mis en vente plutôt que de les voir disparaître. Mais pour Jean-Jacques Grisot, cette attitude alimente l'archéologie noire. Quelques jours plus tard, toujours à la machine à café de l'entreprise. C'est avec cette petite scénette décrivant l'exclusion d'une personne handicapée dans son entreprise que les premiers états régionaux de l'inclusion ont ouvert. Car après l'intégration ou la lutte contre l'exclusion, il s'agit de parler d'inclusion aujourd'hui. L'intégration, c'est juste que les personnes en situation de handicap s'adaptent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. L'inclusion, c'est juste l'inverse. C'est de dire que c'est la société qui doit s'adapter à tous et à toutes. Et c'est au niveau local et régional que l'Association des paralysés de France a décidé de commencer son travail de changement. Le conseil régional aide beaucoup pour l'accessibilité au sport, donc à la culture aussi. Donc il y a quand même des actions très fortes de la part du conseil régional, mais ce sont des actions ponctuelles. On est sur des actions ponctuelles qui permettent de corriger une situation. Et en l'occurrence, près de 85% des bâtiments publics ne sont toujours pas accessibles alors que la loi l'impose avant 2015. Le gros problème à Midi-Pyrénées, ce sont les transports en commun. Les gares ne sont pas toutes adaptées, les autocars non plus, et ça pose beaucoup de difficultés. De ces premiers états régionaux doivent émerger plusieurs pistes de travail avec des chercheurs en sociologie du Mirail notamment. À partir de cette question, quels sont les obstacles qui font barrage à l'inclusion ? Par son talent d'illustrateur et sa sensibilité, Serge Diantantour retrace en bande dessinée l'histoire souvent mal connue de l'esclavage. Dans la série Mémoire de l'esclavage que je suis en train de faire, c'est une série qui aujourd'hui entre dans des écoles dans le cadre de cours d'histoire pour les 4e et 5e, et que les jeunes citoyens aujourd'hui puissent faire attention de ne pas répéter le bêtise du passé qui avait amené l'humanité vers une histoire horrible. La mémoire de l'esclavage, une série de bandes dessinées où l'auteur essaye de transmettre un message de tolérance et de dignité. L'exposition est à voir au collectif 38 rue d'Aubuisson à Toulouse. Bernard Adamus est l'une des valeurs sûres de la jeune chanson québécoise. Après un premier concert tonitruant hier soir, il sera à nouveau sur la scène du Bijou ce soir. Il effectue actuellement sa première grande tournée française. Le 3/4 du temps, on joue dans des places où les gens ne nous connaissent pas du tout. Donc c'est la découverte pour eux autres. Ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Bon, c'est sûr qu'au niveau du langage, il y a un petit problème. Au parler, ça va encore, là, mais en chanson, ça devient plus compliqué. Mais les gens, ils aiment l'énergie. En tout cas, ils sont pas contre. L'homme de la situation, c'est le plus petit de mes grands chums. Poilu comme une guenon, il est en bédaine sur le balcon. Entre un accent à couper au couteau et un blues folk teinté de musique Nouvelle-Orléans, ce vieux punk d'Adamus, comme il aime à se définir, navigue entre musique festive et texte noir. Là, c'est des textes très personnels. C'est beaucoup mes amis, mes amours, mes emmerdes, là. Fait que ça reste très personnel, c'est beaucoup de tableaux humains. Bernard Adamus ponctue son spectacle d'un incontournable de Piaf où s'exprime toute l'ampleur de son originalité et de son talent.